Par quel procédé la ville de Verdun va-t-elle financer sa reconstruction ? Il faut savoir que pour éviter les délais très longs de remboursement par l'État des dommages aux habitants, la ville va lancer un emprunt de 200 millions de francs. Elle en demande une première tranche. Or, cette première tranche ne semble pas être prioritaire parce qu'elle arrive en concurrence avec l'emprunt de la ville de Reims, l'emprunt de la ville de Paris et celui des sucreries du Nord. La ville, donc, va également, à ce moment-là, brandir une nouvelle menace de démission. C'est celle de mars 1922 qui s'adjoint à la protestation contre la non-approbation du plan de reconstruction. Là, on voit se manifester l'aide du ministre Maginot qui permet justement le déblocage de cette tranche de 60 millions de francs. Également, s'est manifestée une aide internationale. En juillet 1919, le Grand-Duché du Luxembourg attribue à la ville de Verdun 1 million de francs. Ce million de francs sera réinvesti régulièrement au fur et à mesure qu'arriveront de la part de l'État les remboursements. Et de ce million de francs, on arrivera à produire 4,8 millions de travaux. Et au final, après les travaux, le million de francs restera entre les mains de la ville qui l'investira dans l'œuvre de la goutte de lait, c'est-à-dire cette œuvre qui distribue gratuitement du lait aux nourrissons, aux malades et aux vieillards. Une deuxième aide internationale va se manifester, elle, en décembre 1920, c'est celle de la ville de Londres. La ville de Londres attribue à Verdun 1,1 million de francs qui permettra de produire 1,7 million de travaux. On peut citer par exemple le château d'eau de la ville haute ou le parc des sports qui sont toujours visibles et en activité aujourd'hui. Si bien que quand on fait le bilan de cette reconstruction sur le plan financier, en 1929, on estime qu'elle a coûté environ 115 millions de francs, mais que finalement, seuls 6% ont été financés par cette aide extérieure, ce qui semble relativement peu comparé à la renommée internationale de la ville de Verdun. La municipalité verdunoise a également un problème à résoudre, c'est le problème du déclassement de ses fortifications. Or, ces fortifications appartiennent à l'État. Pour les déclasser, il faut un vote de l'Assemblée. Pourquoi Verdun veut obtenir ces terrains ? Tout simplement pour donner suffisamment d'espace aux quartiers nouveaux qu'elle veut construire. Début 1920, la loi de déclassement est déposée à l'Assemblée et en janvier 1921, la loi est promulguée. Mais le problème vient de l'armée qui réclame 1 750 000 francs pour dédommagement de ce déclassement, alors que la ville n'est prête qu'à payer 250 000 francs. Donc là, il y a un écart qui est considérable. Il va falloir négocier et cette négociation prend énormément de temps. Finalement, c'est l'État qui va céder en 1925. Mais pendant ce temps, il faut savoir que la ville s'est largement reconstruite sur place. Donc le plan d'extension, ce quartier nouveau de Verdun, va être extrêmement réduit et va se résumer à 3 rues qui s'étendent entre la ville reconstruite sur place et le quartier de la Gare. Commençons bien sûr par l'avenue de la Victoire, qui a été considérablement élargie de façon à ouvrir une perspective sur le monument à la Victoire de 1916, avec son escalier impressionnant qui escalade la ville haute. À ses pieds, la rue Mazel, la rue du commerce verdunois, et à son extrémité droite, la rue Saint-Pierre, également très élargie, qui conduit vers la ville haute. En bord de Meuse, les quais ont été considérablement agrandis, prolongés. C'est ce qu'on va appeler le quai de Londres, en hommage au don de la ville de Londres qui a soutenu la reconstruction de Verdun. Et également, en bord de Meuse, le monument aux enfants de Verdun morts pour la France. Au sommet de la ville haute, couronnant la ville, l'ensemble évêché, cathédrale, cloître, qui ont été extrêmement bien restaurés. Mais nous devons également citer une nouvelle église qui amène vers le quartier d'Antoire, l'église Saint-Sauveur, et face à elle, sur l'autre rive, l'hôtel des Sociétés, qui va abriter les réunions des associations verdunoises. Pour finir, nous pouvons citer également dans le faubourg pavé la reconstruction complète
d'une église agrandie et qui nous présente un ensemble de vitraux intéressants sur le thème de la guerre, avec les saints combattants, et un vitrail, lui, consacré au village détruit. Au terme de ces 10 ans de reconstruction, 1919-1929, on constate que la ville a rencontré des difficultés, conflits avec l'État, conflits avec les propriétaires qu'il a fallu exproprier au centre-ville. Certes, on présente un Verdun confortable, cossu. Les fêtes du 23 juin 1929, auxquelles la ville convie les Français, le démontrent, mais c'est un trompe-l'œil. Trompe-l'œil pourquoi ? Parce qu'il y a des laissés-pour-compte de la reconstruction et il y a effectivement l'échec de la reconversion industrielle. Le tourisme patriotique n'est qu'un palliatif et finalement on est très heureux à nouveau d'asseoir l'économie locale sur la coopération avec la garnison militaire qui regarnit la ville.